Vous avez beaucoup de soutien là. Bah, pour une fois qu'on nous soutient. Ouais, bah après, c'est sur le long terme, faut voir. Le gouvernement a annoncé 150 millions d'euros en soutien fiscal et social pour les éleveurs, ou encore une clause miroir sur le thiaclopride, un pesticide interdit en Europe, mais aussi la mise en pause du plan Ecophyto qui vise à réduire l'usage des pesticides, plan qui cristallisait la colère surtout des exploitants en grande culture céréales. La semaine d'avant, Gabriel Attal avait annoncé le mois de la simplification pour les normes, une réduction des contrôles, l'annulation de la hausse des taxes sur le gasoil non routier, pourtant négociée à l'automne avec la FNSEA, ou encore plusieurs aides, notamment pour les éleveurs touchés par les maladies bovines ou pour les agriculteurs en bio, par exemple. On touche le summum du cynisme, c'est-à-dire que vraiment les pesticides, la pause dans l'utilisation des pesticides, c'est un drame d'abord pour les agriculteurs qui sont les premiers à les utiliser et qui s'empoisonnent. C'est un drame pour nous. Je ne sais pas si vous voyez la semaine dernière des contrôles qui se sont multipliés. On a trouvé 60% des légumes dans un supermarché Leclerc avec des traces de pesticides. Le vrai problème, c'est quel modèle agricole nous voulons. Et cette question-là, il y a 3 types de réponses. La première, c'est de délimiter un moment un marché. Où est-ce qu'on s'arrête ? C'est vrai. Est-ce que c'est l'Europe ? Est-ce que c'est la France ? Voilà, mais délimiter un marché et être conscient qu'on ne pourra jamais concurrencer de l'agro-industrie fait dans des pays émergents. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que nous voulons comme produit ? Est-ce qu'on ne doit pas faire des produits un peu différenciés et vers le haut ? Et dans ce cas-là, il faut nous protéger sur le marché. Mais ces questions-là n'ont pas été traitées. On a l'impression que une grosse partie des syndicats, comme la FNSEA, ne remettent pas en cause le modèle agricole, qui est un modèle en fait qui amène les agriculteurs à leur perte. Parce que plus ils produisent, et c'est ce qu'ils ont fait ces dernières années, plus ils deviennent pauvres. Et plus ils vont demander des baisses de normes. Et c'est infini. Et à la fin, on va se retrouver quoi avec une agriculture où il n'y aura plus jamais de normes pour pouvoir rivaliser avec l'Argentine, qui a un coût du travail beaucoup plus faible et des normes beaucoup plus faibles. Quelle catastrophe, surtout pour les petits paysans, quoi, parce que la réalité, c'est celle-là, c'est que ceux qui sont à l'origine de cette colère, parce que c'est ça ce qu'on a entendu. Ce qu'on a entendu au départ, c'est les gens qui n'arrivent pas à vivre, qui n'arrivent pas à sortir de salaire, qui font des heures sans discontinuité, qui se reposent peu, qui n'ont pas de congés, qui n'ont pas pu prendre de vacances depuis des années et des années. Donc c'est une crise de la précarité qui s'est exprimée. Et que, en fait, quelle catastrophe, parce que ça a été totalement détourné, récupéré, et que c'est grâce à une trahison des organisations syndicales que ce mouvement-là, il a pris fin. Ce matin, des centaines d'agents et d'agentes de la maintenance du coup, ont envahi le siège de la RATP dans le 12e arrondissement de Paris. En tout, la CGT annonce compter 1700 grévistes sur les 6000 agents et agentes que compte le réseau de transport parisien. Il y a 250 agents, dont beaucoup de la maintenance, qui dorment dans leur voiture. Pour nous, c'est inadmissible. Et un très grand point commun à tout ça, c'est des problèmes d'argent. Ils se retrouvent seuls. Et on ne peut pas se loger en Ile-de-France, on ne peut pas se nourrir. Et à un moment donné, il faut choisir. Et voilà, les copains finissent dans leur voiture. Pour nous, c'est inadmissible. Éric Zemmour, ex-journaliste, polémiste et candidat du parti d'extrême droite Reconquête à la présidentielle de 2022, coupable de complicité de diffamation publique. Les propos mis en cause ont été prononcés contre la députée insoumise Danielle Obono. On rappelle qu'en août 2020, en pleine polémique sur Valeurs Actuelles qui avait dépeint Danielle Obono sous les traits d'une esclave, Éric Zemmour l'avait accusé, je cite, de refuser de dire vive la France à la télévision, d'organiser des réunions interdites aux Blancs et de dire tout son amour pour Mohamed Merah qui tue des enfants juifs. Il y a plus d'1 million de personnes qui disent avoir été victimes d'une atteinte à caractère racistique. Atteinte, c'est à la fois des propos, c'est des actes, c'est de la discrimination. Et il y a, alors c'est les chiffres que j'avais retenus pour 2019, il y a à peu près 6000 et quelques procédures de justice et 300 à 400 condamnations. Et vous voyez quand même, et il y a les raisons pour lesquelles, et c'est notamment la CNCDH qui le rappelle, la Commission nationale constitutive des droits humains parle d'un chiffre noir, c'est-à-dire que entre le nombre de victimes potentielles, ou en tout cas qui disent avoir été victimes de ce qui est un délit. Le racisme n'est pas une opinion, les comportements racistes passent sous le coup de la loi. Et le nombre de ces personnes dont le préjudice est reconnu et qui obtiennent justice est ridicule. Il n'y a pas de place pour la compassion, pas de place pour la nuance. Un jeune homme noir en bas d'une cité ne peut être qu'un dealer, un délinquant. Enfermés dans cette logique, les accusés vivent cette affaire comme une cabale anti-police.
Marc-Antoine Castellin parle même de crucifixion politique. « J'ai servi de fusible pour éviter que les banlieues ne s'embrasent encore plus », se plaint-il. « Êtes-vous victime ou accusé dans ce procès ?» demande maître Antoine Veil, l'avocat de Théo, à Jérémy Dulin. Celui-ci refuse de répondre. Alors certes, Marc-Antoine Castellin exprime sa profonde compassion auprès de Théodore Luaka. Mais pour les policiers, tout était légitime. Même ce fameux coup d'estoc à l'arrière de la cuisse, censé déstabiliser ce jeune homme athlétique qui refuse de se laisser menotter. Parce qu'il fallait aboutir, il fallait interpeller, ne pas se laisser faire. Sinon, c'était eux qui gagnaient. Au-delà des chiffres qu'on peut donner, les 6 millions, les 13 millions, les 12, 18 millions des morts, aujourd'hui on compte 7,7 millions de déplacés à l'Est. On se dit, en dehors des chiffres, ce sont des pères, ce sont des mères, ce sont des enfants. C'est-à-dire, par moment, en fait, c'est mettre aussi ça veut dire, une certaine identité sur ces chiffres-là pour dire que ce sont des vies humaines qu'on est en train de détruire. Et ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas en parler. Et au travers de la CAN a permis aussi de mettre en lumière ce qui se passe au Congo. Ça a emmené une certaine curiosité par rapport à beaucoup de personnes qui n'étaient même pas au courant de ce qui se passait. Et beaucoup sont choqués lorsqu'ils apprennent que ça fait 25 ans qu'on subit en fait ces atrocités. Toutes les vies se valent, mais certaines valent plus que d'autres, puisque en fait, on a eu accès à cette rhétorique qui se développe d'ailleurs depuis de nombreuses semaines, qui consiste à dire qu'il y aurait une différence entre l'origine ou la nature des victimes, selon qu'elles seraient victimes du terrorisme ou selon qu'elles seraient victimes de la guerre, et donc que ce serait plus ou moins des victimes collatérales. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, et je pense que c'est particulièrement indécent à l'heure où, en réalité, on n'est pas du tout à un moment de cesser le feu, mais où Netanyahou réaffirme le fait qu'il va mener probablement l'offensive, une des offensives les plus terribles depuis le début de la guerre. Il annonce préparer sa direction vers Rafah, où il y a plus de 1,3 million de personnes. C'est le sud de Gaza. Voilà, exactement. C'est un contexte où, on l'a rappelé à de nombreuses reprises, mais il y a la Cour internationale de justice qui parle d'un risque de génocide, et je pense que c'est peut-être un des événements les plus importants dans les 30 dernières années en droit international, qui est ce type de caractérisation. En fait, aucune des diplomaties ne veut franchir le pas, n'ose franchir le pas de la censure de l'État d'Israël. Et de ce fait, on va jouer des ambiguïtés. Non, le terme de génocide est un terme excessif. On ne s'est pas gêné pour parler des autres génocides. On ne veut pas imputer à l'État d'Israël un génocide pour plusieurs raisons. D'abord pour des raisons mémorielles. C'est absolument évident. Il y a toujours ce sentiment, cette culture de la culpabilité à l'égard du peuple juif, moyennant quoi on accepte, non pas des juifs, n'entrons pas dans cette logique, mais de l'État d'Israël, n'importe quel comportement. Ça, c'est une dimension. Il y a une deuxième dimension, c'est qu'on a très tôt, et c'est pas seulement du 7 octobre que cela provient, présenter l'État d'Israël comme la pointe avancée de la civilisation occidentale dans le monde du Sud. Une sorte d'entrée dans ce Sud que représente le Proche-Orient de la civilisation occidentale. Donc, c'est un aveu aussi d'un projet colonial, quelque part. Quelque part, ça y ressemble. Ça y ressemble. Et ça veut dire, effectivement, de plus en plus, Israël est annexé au camp occidental et on ne veut pas condamner un acteur de ce camp auquel on s'identifie. Mon inquiétude, c'est une sorte d'indifférence s'installe, qu'on passe à autre chose et que finalement le drame se poursuive avec ce discours déshumanisant qui, pour moi, est tout à fait anti-humaniste. C'est une rupture qui est passée inaperçue vue de France, du moins pour le grand public. Le 28 janvier dernier, les autorités du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont annoncé que leur pays quitte la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Cette organisation régionale qui regroupait 15 pays, majoritairement francophones, se retrouve déchirée entre les injonctions internes à suivre un processus démocratique et la situation de ces trois pays dissidents qui ont connu des coups d'État militaires ces dernières années. Dans cet affrontement désormais assumé, deux blocs se font face et leur bras de fer
pourrait avoir des conséquences sur la vie de millions de personnes. D'un côté, l'AES, l'Alliance des États du Sahel, composée de transfuges comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et de l'autre côté, la CEDEAO emmenée notamment par le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et ses autres États membres. Cette dernière organisation, très décriée, est aujourd'hui considérée par l'AES comme l'instrument d'un certain impérialisme occidental, notamment celui de la France. Le Sénégal est-il au bord du précipice? En tout cas, la tension est plus forte que jamais dans ce pays qui a longtemps été, peut-être à tort, la vitrine dite démocratique de la France-Afrique. Tout est parti d'une décision extrêmement surprenante de Macky Sall, alors que le premier tour d'une élection présidentielle à laquelle il ne devait pas se présenter devait avoir lieu le 25 février. Il a brutalement interrompu le processus pour des raisons d'apparence légale et constitutionnelle présentées de manière assez complexe. La CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui s'est exprimée avec une fermeté plutôt relative, puisqu'elle dit dans un communiqué, je cite, « encourager le Sénégal à rétablir urgemment le calendrier électoral ». Tout le monde s'aperçoit que si une élection normale est organisée, c'est l'opposition qui va gagner parce que les Sénégalais ont envie d'en finir avec ce régime. Et donc, beaucoup spéculent que, d'une certaine manière, le gouvernement voudrait se donner du temps pour les éliminer définitivement.